Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à la dette des pays émergents, à la dette des pays et des entreprises des pays émergents. On en parle avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et c'est le cofondateur Mickaël Israël qui est à mes côtés en plateau. Mickaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Il faut quand même des spécialistes pour aborder ce sujet de la dette et du crédit émergent. On va y venir notamment sur comment le marché est positionné aujourd'hui sur la question de la dette émergente. Mais question très ouverte sur la macro, la big picture macroéconomique globale aujourd'hui. Quelle évaluation vous faites à ce stade de cette reprise, alors désynchronisée, mais quand même assez forte quand on regarde les États-Unis, l'Europe demain? Bon, la macro, elle est plutôt bonne. Des années de reprise économique forte, c'est généralement bon pour les économies émergentes et notamment pour les entreprises cycliques de ces pays. Les matières premières se tiennent très très bien d'ailleurs à ce sujet-là. Donc si on regarde au niveau macro, je dirais que la photo elle est plutôt positive et même dans le détail, enfin si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail, mais même dans le détail, je dirais point par point, les choses sont positives. Il y a eu l'inquiétude sur la remontée des taux US. Mais en dehors de ça, on peut développer sur... Non, mais attendez, il faut en dire un mot. Bon, la situation macro, ok, il n'y a pas pour vous, il n'y a pas d'alerte. On est sur un momentum qui paraît peut-être même historique du point de vue de la macro globale. La macro, la reprise économique, la vaccination qui fonctionne bien au niveau des résultats, l'avancée de la vaccination aux US, tout ça est positif pour la reprise économique mondiale et donc pour les émergents. Et le sujet des taux américains. Non, mais c'est quand même le point clé. Si les États-Unis vont bien, voire trop bien demain, on ne va pas faire le débat sur la surchauffe, mais on sait à un moment que les conditions de financement en dollars ne seront peut-être plus les mêmes demain que ce qu'elles ont pu être les mois derniers. Et très souvent, dans le schéma des marchés, quand ça se resserre en dollars, on regarde du côté des émergents et il y a une espèce de trade-off assez classique. Le dollar monte, les émergents baissent. Qu'est-ce que vous dites de cette situation, Mickaël ? Alors, cette mécanique automatique dans les marchés, c'est vrai qu'elle s'est toujours produite. Cette année, pas spécialement. Pourquoi ? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y a quand même quelque chose qui est assez différent aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. D'abord, il y a une vraie dédollarisation des économies émergentes depuis, on va dire, sur les 20 dernières années. Et cette dédollarisation fait que le serpent de mer qui consistait à dire si les taux US remontent, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir un renchérissement de la dette en dollars pour les pays émergents qui sont très endettés en dollars et donc qui deviennent vulnérables. Le corollaire de ça, c'était souvent que comme les taux US remontaient, le dollar s'appréciait face aux devises émergentes. Donc on avait un double effet. C'est-à-dire qu'on avait aussi cette problématique de remboursement d'une dette externe avec des revenus, pour la partie des revenus locaux qui se dévalorisaient. Donc tout ça créait une forme de panique parce qu'il y avait cette vulnérabilité structurelle. Ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'elle est, pour ne pas dire plus là, en tout cas elle est de moins en moins là, ça c'est une certitude. Et si on regarde aujourd'hui, on a fait un petit exercice pour comparer les situations. D'abord, les situations des balances courantes aujourd'hui des pays émergents. Il y a toujours des exceptions dans les pays émergents. Il y a toujours des pays qui ont ces vulnérabilités, mais dans l'ensemble, la situation des balances courantes est très positive, mieux qu'en 2013. Époque où quand même on était encore dans la fin du commodity boom, on avait une situation qui était très florissante pour les économies émergentes. Mais surtout, ce qui est très différent, c'est qu'on a notamment des balances courantes excédentaires, mais en parallèle de ça, des monnaies qui ne sont pas surévaluées, alors qu'en 2013, elles étaient surévaluées. Donc on a une situation qui est franchement positive, avec deux autres petites choses sur la macro, des banques centrales qui ont des marges de manœuvre parce qu'elles ont toutes baissé leurs taux. Donc aujourd'hui, s'il y a un cycle de remontée des taux aux US, elles peuvent suivre. Elles peuvent suivre, exactement. Et puis, peut-être de manière anecdotique, mais ça mérite d'être souligné, on regardait le déficit budgétaire qui a été créé par le Covid. Aujourd'hui, à plus de 80%, il a été financé en devise locale dans les pays émergents. Donc on n'est pas dans cette dépendance massive au dollar. Vous dites beaucoup de ces pays émergents qui ont vécu des crises de change régulièrement ces dernières années ont fait leur devoir,
ont appris à vivre différemment avec moins de dollars. Est-ce que le marché a fait son travail par rapport à ça, Mickaël? Est-ce que le marché reconnaît que la situation est différente aujourd'hui du point de vue des émergents dans le contexte que vous décrivez? Ou est-ce que non, justement, le marché fonctionne encore avec un logiciel un peu daté? Non, moi je crois qu'il fait la différence au regard des performances depuis le début de l'année. Il y a quand même eu un vrai sujet d'inflation, un vrai sujet de remontée des taux. C'est pas un thème qui est pas du tout considéré par les marchés. Et sur le crédit, il n'y a pas eu de sell-off sur les émergents. Au contraire, les marchés primaires se sont super bien tenus. Les rendements sont au plus bas. Je parle des rendements dans leur ensemble, je ne parle pas des spreads. Les rendements sont au plus bas. Non, je pense que les marchés commencent vraiment aussi à faire la différence. Et les pays qui sont identifiés, les céréales, voilà, ceux qui ont vraiment des problèmes de balance les courante, usual suspects. Exactement. Bon. Ceux-là, ils sont toujours un petit peu dans la tourmente quand il y a du stress sur la montée des taux, mais ce n'est pas la panique. Ouais, et vous dites le marché regarde la situation des émergents de manière beaucoup plus apaisée. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le marché est peut-être même entré dans quelque chose d'un peu complaisant? Est-ce que tout est dans les prix quand vous regardez les indicateurs de crédit sur les émergents, sur les entreprises émergentes? Non. Non, nous, on ne trouve pas qu'il y a de la complaisance. Et d'ailleurs, toujours pareil, on peut comparer avec ce qu'on voit sur les mêmes univers, mais dans les pays développés. On a encore des niveaux de valorisation. Donc pour nous, dans le crédit, les niveaux de valorisation, ça reste quand même surtout les spreads, les niveaux de spread. Il y a le rendement en absolu et puis l'écart par rapport à la référence sans risque. Exactement. Alors c'est vrai que les rendements en absolu, ça c'est important de le noter. Ce que vous disiez. Ils sont faibles. Ils sont plus bas. Ils sont au plus bas, mais parce que la composante taux d'intérêt est au plus bas. Ouais. Mais si on décompose sur la composante spread, on est loin du plus bas. Le plus bas était autour des 300 BP de spread. On est plutôt autour des 450 BP. Donc pour un indice qui reflète quoi, le crédit des grandes entreprises émergentes, c'est ça? Alors du high yield émergent. Du high yield émergent, ok, voilà. Dette au rendement émergent. Exactement. Donc vous voyez, on n'est pas sur le plus bas. On est à peu près autour de la médiane historique. Donc il n'y a pas... c'est marrant, c'est toujours pareil. Sur les spreads, vous avez les trois phases. Il y a la phase de dislocation, où là, vous êtes très bien payé pour le risque. Ouais. Bon, après, il y a la phase où les marchés sont risk-on, complaisant, comme vous dites, et là, vous êtes très mal payé pour le risque. Bon, ben là, on n'est ni dans la dislocation, ni dans la complaisance. Ouais. On est bien payé pour le risque. Et vous dites, redonnez-moi le spread là aujourd'hui autour des 430, 450 sur le high yield. Par rapport à un plus bas qui a été autour des 300. Les chiffres que je vous donne, ça c'est important dans cet univers-là au cas particulier, c'est les chiffres des indices. Ouais. Ce sont les chiffres des indices. Ouais. Sauf que les indices sont très peu représentatifs, ou en tout cas pas totalement représentatifs, autour des à peu près 40% de couverture par rapport à ce qu'est vraiment l'univers. Donc il y a beaucoup de choses hors indice qui se passe avec des opportunités certaines. Et donc derrière ces moyennes, qu'est-ce que ça veut dire, Mickaël? Il y a une forte dispersion. Tout le monde n'est pas autour des. Alors ça aussi c'est un point des intéressant. Moyennes de spread que vous citez. Exactement. Alors ça aussi c'est un point intéressant. Même si on regarde à l'intérieur des indices, c'est-à-dire hors l'univers qui est plus large où là il y a encore plus d'opportunités, mais même à l'intérieur des indices. Et toujours pareil en comparaison avec les marchés développés. Si vous prenez vos moyennes et vous regardez combien j'ai d'obligues vous prenez tous les composants de l'indice. Combien j'ai d'obligations qui ont un spread dont l'écart est à peu près de moins de 100 bips, 100 BP de la moyenne. Par rapport à la moyenne. Par rapport à la moyenne. Dans les pays développés, sur le high yield, on est à peu près à 50, voire 60% des composants qui ont moins de 100 BP d'écart avec la moyenne affichée. Alors que donc, dans les émergents, c'est le contraire. C'est dans les développés. Il y a deux tiers des entreprises dans les développés qui sont dans cette entre 50 bande, et 60. Entre plus 100 et moins 100, d'accord. Exactement. Okay. Alors que c'est l'inverse dans les émergents. Et pour les émergents, d'accord. On a 2 tiers qui ne sont pas. C'est-à-dire on n'a qu'un tiers qui est dans cette bande très proche de la moyenne. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent assez éloignées des moyennes. Et ça, pour un investisseur, c'est opportunité. Exactement. Sur la gestion active, c'est opportunité. Ça, c'est clair. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire de la classe d'actifs crédit à yield émergent aujourd'hui, Mickaël? Alors déjà à travers les fonds peut-être d'Iveo, enfin, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne par exemple sur un fonds Iveo et à quoi vous le comparez aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est quand même sur une partie, alors c'est du crédit, fixed income, mais c'est quand même risqué. C'est-à-dire qu'on est quand même plutôt sur des classes d'actifs dites risquées aujourd'hui. À quoi vous le comparez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bon, si vous regardez, vous prenez le flagship, on va pas faire tous les fonds, mais on va dire le flagship d'Iveo. Représentatif.
malgré le contexte obligataire qui était normalement plutôt négatif, c'est-à-dire remontée des taux d'intérêt, etc., les fonds en euros sont à plus 7, un peu plus de 7% year-to-date, ce qui sont des performances quand même assez importantes. Pourquoi ? Parce que le driver de prix sur cette classe d'actifs, ce n'est pas les taux. Sur le driver de prix, c'est le crédit, c'est les entreprises et l'amélioration de leur performance, et donc la compression de spread et le carry. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir des années intéressantes qui vont ressembler plus à 2016-2017, où ce n'est pas les taux d'intérêt qui vont... Les taux d'intérêt vont être plutôt détracteurs de performance. Ce qui va amener de la performance, c'est le crédit. Alors, ça peut se comparer, là, ça doit se comparer un peu au marché action. Pourquoi ? Je ne dis pas pour les expected return, enfin, excusez-moi pour l'anglicisme. Pour les retours, les espérances de gain. Les espérances de gain. Non, ce n'est pas la même approche. Je dis ça parce que, qu'est-ce qu'on entend quand on parle avec nos investisseurs ? C'est que ça a pas mal monté sur l'equity, et donc, du coup, il y a des upsides aujourd'hui, en tout cas limités, où il y a des discussions sur le fait que les upsides sont plus limités. C'est sûr que plus ça monte, plus les upsides sont limités. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en l'analyse du risk-return, on trouve qu'on est très bien payé sur notre classe d'actifs. Parce qu'on a à la fois des rendements relativement élevés. Toujours sur le flagship, on est autour des 8% de rendement sur une duration d'à peu près un peu plus de 3. Donc on a quand même un vrai rendement embarqué dans ces fonds-là. Et en risque, on a des configurations qui sont bonnes, avec des risques de défaut qui sont très faibles. Mais déjà là, sur les mois passés, il va falloir qu'on s'arrête, Mickaël, mais j'ai pas en tête la performance de l'indice émergent au total, mais c'est quoi, du plus Sur la partie high yield, on est à peu près à un petit peu plus de 1%. Pourquoi ? Parce que sur la partie de l'indice, il y a plus de duration. D'accord. Et les spreads, comme je vous l'ai dit, étaient plus resserrés. Donc il y a moins eu cette capacité à absorber la remontée des taux et à avoir de la compression de spread que sur la gestion active. Sur la gestion active, on a vu des belles performances sur les fonds dans leur ensemble depuis le début de l'année. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu nous parler de cette classe d'actifs de spécialistes. Effectivement, donc la dette émergente, le crédit high yield émergent, la dette d'entreprise à haut rendement issue des pays émergents. IVO Capital Partners, c'est la spécialité de votre société de gestion. Vous êtes le cofondateur d'IVO Capital Partners. Mickaël Israël, qui était avec nous dans Marché à thème ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Merci.